Bonjour les amis, bienvenue. Ce soir, on va parler d'IA, ça va changer un peu des sujets habituels et on va commencer tout de suite la présentation parce que c'est important d'en parler car l'IA, il y a beaucoup d'a priori dessus, beaucoup de jugements et finalement, il s'agit simplement de le déconstruire et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir ensemble. Donc moi, je suis rapporteur sur l'intelligence artificielle au sein de l'Assemblée nationale. Et durant, ce rapport, une des recommandations, c'était de former, les citoyens français à l'intelligence artificielle et donc je m'y colle ce soir avec vous. Donc, conférence appelée «IA, comment ça marche et pourquoi ça change tout?». N'hésitez pas à envoyer vos questions pendant le live au numéro qui est indiqué, donc le 07 82 18 55 69. Donc là, je vais vous faire une présentation d'une petite demi-heure et après, je répondrai vraiment avec plaisir à vos questions qui, je pense, seront nombreuses vu le sujet. Donc, Alexandre Sabatou, député de la 3e circonscription de l'Oise, Méru-Chambly-Creil. Je suis également le vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Pour faire simple, c'est une chambre qui est partagée entre le Sénat et l'Assemblée où on discute des sujets scientifiques pour éclairer le Parlement qui, malheureusement, est composé de très peu de scientifiques. Et j'ai été auteur du rapport ChatGPT et après, bilan et perspectives de l'IA. Quelle est mon expertise? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, sur les plateaux de télé, il y a beaucoup de personnes qui se disent experts de ci et de ça, et quand on gratte un peu, il n'y a pas grand-chose derrière. Ce rapport, c'est plus de 100 auditions qui ont été faites avec des universitaires, des chercheurs, des startups, des grandes entreprises et les géants du numérique que vous connaissez, Facebook, Amazon, Google. Et on s'est déplacé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Hollande pour justement avoir tous les sons de cloche et voir ce que faisaient également nos voisins et où ils en étaient et voir si la France était encore dans le train de cette révolution technologique. Tout d'abord, l'IA, vous le savez peut-être pas, mais c'est présent dans vos objets du quotidien. Vous voyez sur l'image à gauche, j'ai pris des références de films, donc on voit iRobot, Terminator, HAL 9000. Finalement, l'IA, c'est très anxiogène ce qui a été montré au niveau de la science-fiction. Et pourtant, moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, vous utilisez de l'intelligence artificielle un peu partout. Par exemple, quand vous envoyez un SMS à votre ami et que votre portable vous corrige une faute, le correcteur orthographique de votre portable, c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous êtes sur la FNAC ou Amazon et qu'on vous fait des recommandations, que vous achetez quelque chose et qu'on vous dit les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté cela, c'est de l'intelligence artificielle, montre connectée comme j'ai là et également la reconnaissance faciale. Le but de cette intervention, c'est vous expliquer comment marche l'IA, son fonctionnement et son impact et les enjeux qu'il y a. Et je finirai bien sûr avec le programme du Rassemblement national que j'ai proposé avec Aurélien Lopez-Ligori. Tout d'abord, je vais vous faire un petit topo historique avec ce qu'on appelle les printemps et hivers. Les printemps, c'est des périodes où l'intelligence artificielle fleurissait, où on avait énormément d'attentes et où il y a eu pas mal de découvertes qui ont été faites sur ces périodes. Mais généralement, les gens se sont un peu trop enthousiasmés et donc les financements sont venus à manquer. Et ensuite, on a eu des hivers de l'IA. Et là, nous vivons le 3e printemps de l'IA. Donc, le premier printemps de l'IA, c'est l'apparition de l'IA symbolique. On était très optimiste parce que c'est les premiers programmes qui permettent de jouer aux échecs, de raisonner, mais aussi de résoudre des problèmes logiques. Mais déjà, on voyait certaines limites parce que, comme ça manquait de puissance de calcul, on n'arrivait pas à battre des champions d'échecs comme Kasparov. C'était assez limité parce que les machines ne suivaient pas les modèles qu'on avait créés. Et donc, il y avait un autre problème, c'est que les systèmes étaient rigides. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas capables de s'adapter à des situations nouvelles. Je vous expliquerai la technologie un peu plus tard, mais là, c'est important de vous donner quelques éléments pour voir d'où on vient et que l'intelligence artificielle, finalement, n'est pas née avec ChatGPT en 2021-2022. Mais c'était également des promesses trop ambitieuses. On pensait que l'IA comprendrait le langage humain, jouerait comme un expert aux échecs, pouvait aider en médecine, mais c'était trop haut parce que finalement, une IA des années 60, c'est un vélo qui rêverait de faire le Paris-Dakar, ce n'est pas du tout adapté. Et donc, il y a eu la fin des financements. Deuxième printemps de l'IA, on est dans les années 80-90, et là, il y a ce qu'on appelle le boom des systèmes experts. Un système expert, qu'est-ce que c'est C'est comme une IA symbolique, mais adaptée vraiment à des sujets un peu de niche.
Si vous voulez, l'IA symbolique, c'est l'ingénierie du raisonnement et le système expert, c'est le produit livré clé en main pour un métier. Donc, par exemple, je pense à Missine, c'est un logiciel de diagnostic et de prescription de médicaments. Et donc, finalement, vous aviez juste à rentrer vos symptômes en répondant à des questions et vous aviez un diagnostic et il y avait même des médicaments qui étaient prescrits. Donc, le sujet, c'était que, par exemple, tout simple, le logiciel vous demandait: «Est-ce que vous toussez?» Vous répond: «Oui» ou «Non». Si vous répondiez: «Oui», bah, il vous posait une autre question: «Est-ce que c'est de la toux grasse ou est-ce que c'est de la toux sèche?» Et comme ça, il adaptait, la réponse, de la maladie que vous aviez et la prescription des médicaments qui étaient, les plus adaptés. Le problème, c'est que, comme vous pouvez l'imaginer, les systèmes experts étaient extrêmement coûteux parce que, c'est tout un arbre de décision. Il y a aucune adaptabilité et donc il fallait à chaque fois dire tous les cas qu'il était possible de rencontrer. Et si jamais il y avait quelque chose qui sortait des sentiers battus, eh ben, cette IA ne pouvait pas, vous aider et donc ça demandait à chaque fois, comme là on a pris l'exemple de la médecine et pour la médecine, comment dire? Vous savez qu'elle évolue, très rapidement au cours des années et donc à chaque fois qu'il y avait des nouveautés, il fallait adapter pour mettre les nouveaux médicaments et cetera et donc c'est quelque chose qui est extrêmement lourd à maintenir et comme je le disais, il y avait un manque de flexibilité, qui fait que la machine n'était pas capable d'apprendre par elle-même, contrairement aux modèles modernes, de machine learning et les ordinateurs classiques avec leurs algorithmes traditionnels étaient capables, de faire pour moins cher ce que faisait l'IA. Mais ça a été l'occasion quand même de belles réussites. Ce logiciel, Missine était bien, mais c'est aussi également, certains s'en souviennent, Deep Blue, un logiciel d'échecs qui a réussi à battre, Kasparov, le champion d'échecs, du monde de l'époque. Et finalement, pourquoi cette machine a gagné? Eh bien, tout simplement parce que grâce, à la puissance de calcul, elle a pu calculer à chaque fois jusqu'à 5, 10 coups à l'avance, toutes les possibilités qu'il était possible pour elle de jouer et pour l'adversaire, de répondre et donc finalement Kasparov ne pouvait rien faire pour battre, cette machine. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un troisième printemps de l'IA grâce notamment à l'arrivée d'internet qui a fait que le volume de données textuelles, visuelles, comportementales ont explosé, mais également avec l'apparition des processeurs graphiques qui étaient conçus à la base pour les jeux vidéo, mais qui ont été détournés pour l'apprentissage machine et donc peut-être que nous aurons un hiver, mais pour l'instant, nous vivons le printemps, donc profitons de ces fleurs. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, comme je l'ai mis, donc là j'ai mis une définition qui fait assez consensus, désigne un ensemble de technologies permettant à une machine d'imiter certaines capacités cognitives humaines, comme apprendre, comprendre, raisonner et prendre des décisions. Elle repose sur des algorithmes, des modèles mathématiques et des données pour exécuter des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. Une IA symbolique, comme je l'expliquais dans l'histoire de l'IA, c'était que des règles prédéfinies sous forme d'un arbre de décision, grosso modo, où on vous posait des questions avec si cette condition est remplie, alors, ou au contraire, une autre solution est possible. Donc, si je reprends le logiciel de médecine qui essayait de vous prescrire des médicaments et de trouver votre maladie, eh ben, par exemple, ça va vous poser la question, est-ce que vous toussez? Oui ou non? Si vous avez répondu oui, alors elle va se demander est-ce que vous avez une toux grasse? Est-ce que vous avez une toux sèche? Et là, par rapport à toutes ces questions, elle va réussir à vous trouver une solution. Et ce qui est très important, et on verra, c'est la différence avec les IA de type ChatGPT, c'est que là, on est capable d'expliquer les décisions de manière sûre et certaine, ce qui n'est pas le cas des autres intelligences artificielles. Donc, système expert en médecine, comme je vous l'ai dit, donc capable de détecter une maladie selon des symptômes connus. Les IA aux échecs, je vous en ai parlé également, mais les limites, comme je vous l'ai expliqué, c'est incapable d'apprendre seul. Tout doit être entièrement programmé et donc incapable également de s'adapter à des situations nouvelles et imprévues. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement, je dirais, encadré. Encadré qui ne peut pas permettre de faire tant de choses nouvelles, mais on appelle ça des systèmes experts parce que sur des domaine de niche où il y a une connaissance très, très pointue, ça a pu aider des ingénieurs ou des techniciens à résoudre des problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un certain boom de ces technologies dans les années 90. Et là, on arrive aux IA connexionnistes. Donc là, c'est vraiment la technologie qui est utilisée par ChatGPT. Donc, pour la définition, ça repose sur des réseaux de neurones artificiels inspirés du fonctionnement du cerveau humain
qui apprend à partir de données et de statistiques plutôt que de suivre des règles préprogrammées. Donc, qu'est-ce que c'est le réseau de neurones? C'est le schéma que je vous ai fait sur la droite de l'image avec le fonctionnement et je vais vous expliquer comment ça marche, comment il trouve que c'est un chien. Donc, cette image montre une IA qui ne comprend pas ce qu'est un chien, mais qui sait détecter les motifs qui font un chien grâce à des couches de neurones. Les couches de neurones, c'est les colonnes que vous voyez. Et chaque point que vous voyez, c'est des neurones. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque neurone est relié avec tous les autres. C'est-à-dire que chaque neurone va dire oui ou non, 0 ou 1, pour laisser passer ou non le signal, et il va l'envoyer à tous les autres. Et enfin, chacun va s'adapter, et avec tout ce passage, à la fin, il va être capable de reconnaître le chien. Et donc, chaque couche va arriver à faire quelque chose. Donc, d'abord, il va prendre l'image, il va la découper en plein de petits pixels, parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas ce qu'il voit. C'est ça qu'il est important de comprendre, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il voit. Il va découper l'image en pixels, identifier les bords, et par exemple, va associer les pixels en forme ou en concept, et va se dire, bah, tiens, ça ressemble à un museau, ça ressemble à des oreilles, à une queue, à 4 pattes, il ne marche pas debout. Et donc, à partir de ça, en combinant ces caractéristiques qui ont été identifiées, l'algorithme de l'IA va réussir à vous dire que l'image que vous avez entrée est un chien. Et donc, comment ça marche? Comme je l'ai dit, ça transforme les valeurs, les informations en valeurs numériques. Donc là, un ensemble de pixels ça devient des chiffres. Ça utilise des réseaux de neurones pour reconnaître les motifs et faire des prédictions. Et ça s'améliore avec le temps grâce à un apprentissage automatique basé sur des milliers ou des millions d'exemples. Parce que pour faire ça, pour que l'IA fasse ça, il faut qu'elle ait été entraînée sur énormément de données. Pourquoi cette technologie ne sort que maintenant? Et comme je vous le disais, c'est un nouveau printemps de l'IA qui commence. C'est parce que grâce à Internet, on a eu accès à un nombre de données inimaginable comparé à ce qu'on avait avant. Et donc, c'est pour ça qu'on vous explique avec les IA comme ChatGPT, Mistral, Gemini, ils ont pris plein de données pour entraîner leur modèle et pour réussir à, quand on leur montre une photo de chien, ça dit que c'est un chien. Et c'est un peu comme quand vous êtes sur un site Internet et qu'on vous demande de vous authentifier, vous avez le CAPTCHA où on vous dit cliquez sur les images d'avion. Et bien, c'est exactement ça. En faisant ça, vous travaillez pour aider une IA. Donc, l'IA Connectionist, comment ça marche? Donc, il y a 4 étapes clés. Donc, collecte des données, comme je vous l'ai dit, une grande quantité de données. Attention, la qualité est importante. Entraînement du modèle pour ajuster les paramètres, parce qu'à chaque fois que vous faites passer une donnée, en fait, si vous voulez, les neurones, ils adaptent leur réponse. Ça se modifie, pour qu'à la fin, grâce à l'ensemble des données, quoi qu'on mette en entrée, on aura la bonne réponse en sortie. Ensuite, on fait une phase de test. Et enfin, on utilise en production. Donc là, c'est comme ce que vous utilisez au quotidien. Il y a 3 types d'apprentissage. Et ça, c'est important également. Il y a l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que l'IA apprend à partir d'exemples de réponses connues. Donc, par exemple, on le sait que ceux qui ont développé des IA génératives ont fait appel à des personnes qui ont travaillé longtemps pour mettre un nom, une étiquette sur une image qu'ils voyaient. Par exemple, il y a des gens qui ont été payés pour, quand ils voyaient une image de chat, mettez une étiquette dessus pour dire que c'était un chat. Et donc, comme ça, l'intelligence artificielle, elle sait que cette image, c'est un chat, que cette image, c'est un chien, que cette image, c'est une fleur. Et donc, c'est comme ça qu'elle apprend. Mais il y a également le type d'apprentissage non supervisé, qui là, il apprend seul les modèles sans indication. Et donc, c'est ce qui sert sur, comme je disais, la FNAC, par exemple, où il vous fait des recommandations de produits en vous regroupant par vos habitudes d'achat. Et par renforcement, donc ça, c'est une nouvelle méthode qui a été utilisée pour les échecs ou qui est utilisée pas mal dans les jeux vidéo. Ça veut dire que l'IA apprend par essai et erreur. Et donc, par exemple, sur un jeu d'échecs, elle va jouer toute seule des milliers et des milliers, voire des millions de parties. Et à chaque fois, quand elle va gagner, elle va recevoir 1 point. Et quand elle va perdre 1 point. Et donc, elle va essayer de maximiser sa récompense. Et si bien que comme elle l'a appris sans être encadrée, eh ben, elle va être capable de découvrir des nouvelles ouvertures que les humains que nous sommes n'avons pas pu imaginer parce qu'elle a tout essayé et finalement, elle a joué des millions de parties et donc vous comprenez l'expérience qu'elle a acquis grâce à ça et c'est ce qui la rend d'autant plus redoutable. Et donc, j'avais mis un exemple concret qui est la reconnaissance faciale. Une IA de reconnaissance faciale apprend en analysant des millions de visages, puis utilise ce savoir pour identifier une personne sur une photo. Et donc, c'est comme ça
que les logiciels de reconnaissance faciale que vous avez sur votre portable sont capables de reconnaître votre visage par rapport aux autres. C'est parce qu'elle en a mangé énormément pour faire la différence. Quelque chose de très important, et c'est en ça que l'IA n'est pas une intelligence en soi, c'est que de la même manière qu'elle ne comprend pas à quoi correspond une image, elle ne comprend pas le sens des mots comme un humain. Elle fonctionne avec des maths et des probabilités pour prédire le mot le plus probable après une phase donnée. Et là, je vais vous donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle la température. La température, c'est un bouton qui règle le niveau de créativité. Si par exemple, je mets une température nulle, l'intelligence artificielle va vous faire une réponse qui est toujours la plus probable. Si par exemple, je prends un exemple simple, je lui demande de compléter la phrase. Je lui dis « le chat dort sur le ». Et donc, si il y a une température de 0, c'est-à-dire pas de créativité, elle va dire bah, sur le canapé, parce que c'est a priori l'endroit le plus probable où on trouvera son chat. Si j'augmente un peu la température, on augmente comment s'appelle, la créativité. Et donc là, elle va essayer d'être un peu plus variée, mais toujours très raisonnable. Et donc, elle va dire finalement, le chat est sur le tapis, donc pas bien loin. Et si on augmente à 1, 1,5, on va trouver une IA qui est créative, poétique, parfois surprenante, voire incohérente. Et c'est-à-dire que là, elle va pouvoir vous dire, par exemple, que le chat est sur le piano, mais elle pourra être capable de vous dire le chat est sur le volcan. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant, c'est que l'IA, ce n'est qu'une affaire de probabilité. De la même manière, si vous lui parlez d'un roi de France, il va vous dire c'est Louis. C'est Louis ou c'est Charles parce qu'on en a eu plus de 10 de chaque. Donc, c'est vraiment une question de probabilité. Elle vous fera toujours la réponse la plus probable, mais ne comprend pas le sens de ce qu'elle a écrit. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que ça nous rassure également sur le fait que ce n'est pas Terminator. Des exemples concrets, donc de la même manière, reconnaissance faciale, les chatbots et assistants vocaux. Quand vous parlez à Alexa ou Siri, eh ben, c'est de l'intelligence artificielle. Il y a les voitures autonomes. Aux États-Unis, je suis rentré dans un taxi où il n'y avait pas de chauffeur. Et donc la voiture roulait toute seule. Il y avait des capteurs un peu partout. Il y avait un écran au milieu qui me disait où elle allait. Et la voiture était capable de rouler toute seule. Je lui avais donné l'adresse et elle m'y a emmené sans problème. Mais c'est également une énorme opportunité pour le secteur médical où les IA ont montré qu'elles étaient capables de repérer des tumeurs cancéreuses là où l'humain n'était pas capable de le faire. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas capable de l'expliquer. En fait, on a mis des millions et des millions de données dans la machine, mais du coup, on ne comprend pas comment elle arrive à trouver un résultat parce qu'en fait, c'est une espèce de boîte noire au milieu. Donc, c'est extrêmement performant pour traiter d'énormes quantités de données. C'est capable, comme vous l'avez compris, de s'adapter à des situations nouvelles parce qu'à chaque fois que vous lui parlez, elle vous fait une réponse différente et ça fonctionne bien, aussi bien pour la vision, la parole et la prédiction. Mais on ne peut pas expliquer les décisions. Ça dépend de la qualité des données. Ça veut dire que si vous lui donnez des données de mauvaise qualité, eh ben, vous aurez forcément un mauvais résultat. C'est comme si on vous avait appris des choses incorrectes à l'école, eh ben, vous allez forcément dire des choses incorrectes après. Alors que si vous avez bien étudié à l'école, vous direz des choses a priori bien plus sensées. Et il y a également le coût énergétique qui n'est pas à négliger et qui fait qu'en France, grâce au nucléaire, on se positionne plutôt pas mal sur ce sujet. Donc, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de bénéfices à l'intelligence artificielle. Ça permet d'automatiser les tâches répétitives et chronophages, ce qui vous laisse plus de temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Donc, dans l'industrie, ça va être la maintenance prédictive. Par exemple, elle va réfléchir et elle va se dire, cette machine-là, je sais qu'elle risque de tomber en panne. Via mon expérience, en fait, elle a une mémoire parce qu'elle a des données. Elle se dit, généralement, cette turbine, elle tombe en panne tous les 2 ans. Et donc, elle va demander à un ingénieur d'aller inspecter la turbine un peu avant pour être sûr que l'usine ne va pas s'arrêter. Donc, l'usine continuera de tourner, il n'y aura pas de problème. Des assistants intelligents à la bureautique, que ce soit les jeunes étudiants ou certaines personnes comme moi au travail, parfois on utilise ChatGPT pour résumer des textes. Les textes de loi sont très grands pour moi, député, et donc parfois ça me permet d'avoir un petit résumé très simple de ce qu'il contient. Après, on travaille, on a notre valeur ajoutée, mais c'est un outil qui nous assiste. Par exemple, c'est tout bête aussi, moi je suis en commission des finances, parfois il y a des acronymes imbuvables et on sait qu'on est très fort pour en trouver en France. Je ne connais pas l'acronyme, je le tape sur ChatGPT, je demande c'est quoi ses missions, et en quelques secondes, il me sort tout ça. L'IA, c'est également une prise de décision améliorée, parce que ça permet de détecter des tendances, des anomalies et des prédictions. Donc en médecine, je vous l'ai déjà dit, commerce aussi, je vous l'ai déjà dit, avec la personnalisation des offres. Donc là, il parle de Netflix, Canal+, qui permet
d'indiquer les films que vous pourrez aider, mais aussi la sécurité. Par exemple, si vous faites un achat à Paris à 15 h et qu'à 15 h 30, vous retirez de l'argent dans un distributeur de billets à Lyon, l'IA va trouver ça anormal parce que ce n'est pas possible pour vous d'être à deux endroits différents aussi éloignés à une demi-heure d'intervalle. Et donc, l'IA va sonner l'alerte à la banque qui va bloquer la demande qui a été faite. C'est également de l'aide pour l'innovation et la technologie. Par exemple, il y a une IA qui a aidé à trouver un médicament récemment, il y a quelques années. C'est-à-dire qu'avant, on faisait vraiment des tests à chaque fois pour des molécules et l'IA a simulé tout ça. Et ainsi, au lieu de sortir un médicament au bout de 5 ans, on l'a sorti au bout d'1 an. Donc, c'est encore extrêmement positif pour la recherche. Pour l'énergie, chez vous, ça va prédire vos besoins, ça va analyser votre manière de faire, ça va savoir à quelle heure à peu près vous allez rentrer et donc ça va allumer le chauffage à ce moment-là. Tout ce que vous régliez avant de manière très fine, en disant je vais couper le chauffage telle date à telle date, vous pourrez dire je pars en vacances 2 semaines et donc l'IA va s'occuper de régler la température de votre maison et vous faire des économies substantielles. Mais c'est également une amélioration de la qualité de vie, l'accessibilité. Par exemple, si vous êtes nul en langue étrangère, qu'un touriste vous demande votre chemin, l'IA, vous aurez une oreillette qui sera capable de traduire en temps réel et qui traduira ce que vous lui direz. Ça peut être également une aide aux malvoyants, une aide pour les voitures, optimisation du trafic urbain. Si vous en avez marre de faire une demi-heure d'embouteillage matin et soir quand vous partez et que vous rentrez du boulot, et grâce à l'intelligence artificielle, il y a une optimisation qui sera faite qui fait que vous n'aurez plus à vous embêter dans les embouteillages. Et il y a la question de l'éducation où l'IA est très bonne pour prendre le temps d'expliquer les choses, chaque étape. Et je pense qu'on aurait été tous très contents d'avoir ça à côté de nous, pas pour trouver les réponses, mais pour mieux comprendre les problèmes. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des risques et des défis que l'IA voilà, là, je vous ai parlé des bénéfices, mais il y a quand même, il faut être honnête, il y a quand même des défis qu'il faut relever. Mais je pense que moi qui suis optimiste de nature, on sera capable de le faire. Donc, il y a le sujet de la transparence. Comme je vous ai dit, autant les IA symboliques, comme c'est un arbre de choix, on peut expliquer sa décision. À l'inverse, sur une IA de type connexionniste comme ChatGPT, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, quand on interrogeait finalement les experts du sujet, personne n'était capable de nous dire vraiment comment ça marchait, ce qui est un peu inquiétant, je le concède. Mais les chercheurs travaillent déjà pour développer des IA explicables pour mieux comprendre leurs choix et qu'on arrive à expliquer comment on en arrive là pour mieux tout contrôler. Il y a le sujet des données. L'IA peut intégrer des données biaisées ou des biais de code. Si par exemple, je n'alimente une IA qu'avec le journal Libération, il est probable que l'IA dise n'importe quoi sur le Rassemblement national, vu comment ce journal est biaisé à notre encontre. Mais ça peut également être un biais de code, et ça, j'estime que c'est plus grave. Parce que là, c'est un codeur qui va dire à l'IA comment penser. Elle va lui mettre une idéologie, une manière de penser qui va faire que vous l'avez peut-être vu passer, où l'IA de Google, il y a 1 an maintenant, quand tu lui demandais une photo, une image d'un roi de France, il affichait quelqu'un d'origine africaine avec une couronne. Donc ça, c'était le logiciel Wokist qui avait été mis dans le code. Ça a été le cas aussi sur une IA qui a été créée par le CNRS, Lucie, je crois, où pour lui faire accepter, lui faire dire que le régime communiste avait du sang sur les mains et n'était pas le meilleur des régimes, il fallait faire une dizaine d'allers-retours pour qu'elle l'accepte. Donc, c'est en ça que c'est extrêmement important pour que l'IA reflète le monde tel qu'il est et pas comme certains aimeraient qu'il soit. Et donc, ça, il y a une solution toute simple. C'est qu'il faut mettre en place des auditions des algorithmes et diversifier les données d'entraînement. Je sais qu'il y en a beaucoup, dont moi, qui s'inquiètent sur l'impact sur l'emploi parce que l'IA automatise très bien des tâches et supprime certains métiers. Mais là-dessus, je tiens à vous rassurer parce que l'IA n'automatise pas les personnes. Elle automatise les routines et vise à réduire la pénibilité, les tâches absurdes et les erreurs. Se concentrer sur les actions à plus haute valeur ajoutée, ce qui pourra notamment augmenter les salaires. Parce que c'est vrai que moi, j'avais travaillé sur une chaîne de production où je mettais finalement des flacons dans des boîtes. Bon, si vous voulez, une machine était capable de le faire. Mais par exemple, les opérateurs qui étaient capables de faire la mire, c'est-à-dire qu'ils se mettaient devant
une loupe pour analyser les défauts sur le verre était mieux payé parce que là, c'était une action à valeur ajoutée. Et donc, si vous voulez, si l'IA peut nous débarrasser des parties répétitives qu'un robot peut faire, avec plaisir, ça nous permettra à nous, humains, de nous reconcentrer sur des tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Mais aussi modulo, on se souvient que quand les caisses automatiques sont arrivées, on prédisait qu'il n'y aurait plus de caissières dans les supermarchés. Bon, il y a 5-10 ans qui sont passés. Finalement, les gens préféraient le contact humain et c'est aussi plus sympa. Ce n'est pas à nous de mettre dans le panier pour ressortir les aliments. On a gardé nos caissières. De la même manière, un médecin ne va pas disparaître. Il va s'appuyer sur l'IA pour mieux diagnostiquer et diagnostiquer plus vite. Mais du coup, il aura plus de temps pour se consacrer à l'humain et pour accompagner la personne, car on le sait, les médecins passent beaucoup de temps à ça. C'est pour ça, malheureusement, qu'ils sont parfois en retard. Et c'est pour ça qu'il est important de former les travailleurs à de nouvelles compétences, mais aussi à comment l'IA va arriver. Xavier Niel a eu un mot assez intéressant à ce sujet. Je prends du temps parce que je sais que c'est un sujet qui est extrêmement important, l'emploi. Xavier Niel avait dit « l'IA ne va pas vous remplacer, mais vous risquez d'être remplacé par quelqu'un qui sait utiliser l'IA. » Parce que quelqu'un qui sait utiliser cette technologie va être capable de travailler plus vite, sa productivité va augmenter, il va être plus efficace. Et donc, quelqu'un qui peut faire plus de choses que vous en moins de temps sera forcément privilégié. Donc, le risque, il est plutôt là. Et c'est pour ça que je prends le temps ce soir de vous expliquer la technologie pour vous aider, pour que vous preniez conscience à quel point il est important de s'intéresser à ce sujet. Il y a le sujet de la sécurité. Bien sûr, voilà, vous l'avez vu, l'IA peut être utilisée pour créer des deepfakes. Donc, c'est des trucages vidéo qui sont extrêmement bien faits, pirater des systèmes ou manipuler l'opinion. Ça, il faut bien comprendre que tout ça, ça existait. On n'a pas attendu ChatGPT pour être capable de faire des retouches photos. Vous connaissez la célèbre photo de Staline où il arrive à enlever de la photo quelqu'un qu'il n'aimait plus. Et de la même manière, les deepfakes, les montages photos et vidéos, on en a vu, mais là, c'est vrai que ça arrive avec une facilité un peu plus grande. Mais de la même manière, l'IA est capable, au contraire, d'aider à détecter et d'aider à combattre ce fléau. Donc, si vous voulez, on est sur une logique de douanier contre contrebandier, voleur contre policier. Donc, c'est à qui arrivera à augmenter son niveau le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut développer l'intelligence artificielle activement au niveau de la sécurité, justement, comme c'est quelque chose qui nous est cher, qu'on ne laisse pas tous les dealers de drogue, etc., qui, on le sait, ont énormément d'argent, nous combattre. Et il y a également le sujet de la dépendance au big tech, donc à Google, Microsoft, OpenAI qui détient ChatGPT. Il faut investir dans une IA souveraine et française parce que sinon, ce qu'il faut bien comprendre, et ça j'ai oublié de vous le dire, c'est que l'IA reflète une manière de penser. Dans chaque langue, il y a une manière de penser, il y a une culture qui est imprimée derrière. C'est pour ça qu'on défendrait énormément le français. Et donc, une IA qui travaillera plus sur des données françaises reflètera mieux notre manière de penser. Parfois, enfin moi, c'est ce que j'ai constaté en discutant avec ChatGPT, j'avais vraiment l'impression d'avoir une réponse d'Américain et non pas une réponse de Française. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que nous ayons une IA française pour qu'elle s'adapte mieux à notre manière de voir le monde et aussi au Rassemblement national. On sait ce que c'est la souveraineté, c'est pour ça qu'on la défend. Il est important qu'on ait nos solutions pour ne pas dépendre de voisins étrangers ou pseudo-alliés qui pourraient couper le robinet du jour au lendemain. Donc maintenant qu'on a fait les constats, voici le programme que nous proposons au Rassemblement national, à savoir investir et structurer une filière IA française. La France a un écosystème IA dynamique mais fragmenté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand j'en discute avec Bercy, ils sont incapables de me faire une cartographie de nos entreprises performantes sur le sujet. Et l'idée, c'est de réussir enfin à faire discuter le public avec le privé parce que malheureusement, aujourd'hui, chacun avance plus ou moins sur sa ligne, mais ne communique pas assez. Et donc, c'est pour ça qu'on propose de faire des pôles régionaux d'excellence pour favoriser la collaboration entre les entreprises, les universités et le secteur public. L'idée, c'est de les mettre au même endroit. Et ça aidera également pour les chercheurs. On sait la recherche publique paye assez mal. Ça permettra aux chercheurs d'aller un peu dans le privé, de se faire plus d'argent, surtout d'appliquer ce sur quoi ils ont travaillé et ensuite de retourner dans le public pour travailler la théorie parce que c'est ça, globalement, qui les guide.
financer la R&D énormément pour faire émerger des alternatives souveraines aux géants américains et chinois. C'est pour ça qu'il est important de garder Mistral, qui est une IA française comme ChatGPT, qui marche extrêmement bien. Il faut la garder. Et simplifier l'accès au financement pour éviter la dispersion des investissements et maximiser l'impact. Donc là, c'est toute la connaissance de l'État qui doit connaître quelles sont les startups ou les entreprises qui sont pionnières sur un sujet pour les soutenir. Le sujet de la réindustrialisation, vous le connaissez, on en parle beaucoup grâce à la commission d'enquête que préside Alexandre Loubet, notre collègue. Et donc là, c'est sur le même sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire cette technologie, on a besoin de processeurs et de cartes de GPU, de CPU, de cartes graphiques pour faire tourner cette technologie. Aujourd'hui, les puces qui font tourner cette technologie, il n'y en a que 6% qui sont fabriquées en Europe. Donc en France, on doit être sur 1 ou 2%, ce qui représente pas grand-chose, vous en conviendrez. Et donc, il faut rapatrier la production des composants électroniques, des semi-conducteurs dont on a besoin pour faire marcher cette intelligence artificielle. Et donc là, l'idée, c'est de créer des zones franches, des zones où on favorisera l'implantation d'entreprises françaises qui travaillent sur ces sujets. On fera venir également les entreprises étrangères. Donc, une zone franche, le but, c'est d'alléger le fardeau fiscal pour rendre intéressant aux entreprises de s'installer chez nous. Donc, dans un premier temps, on aura des revenus moindres de cela, mais derrière, on crée de l'emploi. Et surtout, moi, je pense aux grands bassins de Lorraine, du Nord, qui ont été désaffectés avec la désindustrialisation de notre pays. L'IA, à l'inverse d'Emmanuel Macron, ce n'est pas quelque chose qu'on veut réserver à quelques-uns, mais on veut emporter tout le pays avec nous sur le sujet. Et donc, l'idée, c'est de réindustrialiser le pays là où il y a de la main-d'œuvre et là où les gens sont prêts à travailler sur ce sujet. Et également, bien évidemment, réduire les lourdeurs administratives pour permettre aux projets industriels de se développer rapidement. C'est un peu la méthode Notre-Dame. Notre-Dame, on a réussi à la reconstruire en 5 ans parce qu'on a levé tous les freins administratifs. Et donc, si vous voulez, les Français, nous sommes quand même assez consciencieux, précis, et donc il est temps de mettre un peu fin à toutes ces normes pour pouvoir réindustrialiser le pays et redevenir compétitif sur la scène mondiale. Il y a la question de la régulation et la protection des entreprises françaises. Donc là, voilà, comme je l'ai dit, c'est comme sur les autres sujets finalement. Priorité des entreprises françaises dans la commande publique. Comme ça, l'argent de nos impôts sert à financer nos entreprises, à créer des emplois et non plus à payer les Américains. Renforcer le contrôle des investissements étrangers. Donc ça, c'est le problème de Mistral, c'est qu'aujourd'hui, Mistral, il lève de l'argent. Et en fait, il y a des capitaux étrangers qui viennent, si bien que si l'épargne des Français ne va pas dans cette compagnie, elle risque de passer sous pavillon américain et finalement, elle n'aura plus rien de française à part la nationalité de ses dirigeants. Et donc là, il y a le sujet de la création d'un fonds souverain dont Jean-Philippe Tanguy a dû vous parler il y a quelques semaines sur cette chaîne, dédié à l'IA pour justement financer un peu tout ça. Et la dernière chose, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, c'est-à-dire former et démocratiser l'IA. Parce qu'en fait, on ne fera pas cette révolution si les gens ne l'acceptent pas, si les gens ne veulent pas avancer avec nous sur ce sujet. Et donc, l'idée, c'est de former le plus de personnes possible, d'en parler autour de vous. C'est pour ça que ça me tenait à cœur et que j'ai demandé au siège, à Edwige Diaz, de pouvoir vous faire cette présentation pour que vous compreniez les enjeux et que vous commenciez à vous former sur le sujet et ne plus avoir peur, ne pas bloquer cette technologie parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui en Europe, on régule. Aux États-Unis et en Chine, ça ne les intéresse pas. Ils nous regardent, ils disent bravo les Européens, les Français, vous êtes géniaux, vous régulez. Mais en attendant, eux, ils font des nouvelles technologies qui révolutionnent le monde et nous, on régule, si bien qu'à la fin, on n'aura pas de technologie et peut-être pas, on n'aura pas la technologie de chez nous, on a juste des règles pour réglementer finalement pas grand-chose. Et donc, il faut innover et je pense qu'au Rassemblement national, on est tous alignés sur ce sujet. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, l'IA n'est pas neutre. Elle doit être développée pour refléter nos valeurs, notre culture et notre vision du monde. Investir dans une IA souveraine, c'est garantir une technologie qui parle notre langue, comprend notre société, mais surtout sert nos intérêts, ce qui nous manque aujourd'hui. Former, innover et réguler intelligemment permettra à la France d'être un acteur clé et non un simple utilisateur des IA étrangères. Et l'IA doit être un levier de puissance, pas un facteur de dépendance, car c'est maintenant que se joue notre avenir numérique. Et donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre, et je finirai là-dessus.
l'IA, ça façonne l'avenir. Et donc, soit on la subit, soit on la maîtrise. Et je pense qu'on est tous d'accord car on a notre pays à cœur. D'ailleurs, j'ai le pins avec le drapeau français. On aime notre pays, on n'a pas envie qu'il soit relégué dans les poubelles de l'histoire. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera à exister, c'est en redevenant puissant. On a toujours été un peuple de créateurs. Les montgolfières, c'était nous. Le cinéma, c'était nous. Les cartes à puce, c'était nous. Les Français ont toujours été des innovateurs. Il est temps qu'on le redevienne parce qu'on a ça dans le sang. Et donc, maintenant, je vais passer aux réponses aux questions que vous nous avez écrites. Et voilà, on finira là-dessus. Comment voyez-vous l'impact de l'IA sur l'emploi à moyen et long terme en France? On en a parlé. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, moi, je viens de l'industrie à la base. Et donc, quand on étudie dans les livres, on nous explique qu'on aura des capteurs, etc. Et finalement, quand on rentre dans une usine, bon, il y a tout qui marche avec un peu un bout de scotch. Et la technologie utilisée datait des années 80-90. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une révolution ne se fait pas du jour au lendemain. Tac, l'IA est apparue, tout ne va pas changer, parce que vous allez devoir apprendre à utiliser cette technologie. Et ensuite, il y a tellement d'acteurs qu'il y aura un ménage qui se fera entre les meilleurs d'entre eux. Et donc, tout ça, ça va prendre du temps. Moi, ce que je crois, honnêtement, c'est que ça va être un bouleversement. Comme ça a été le cas pendant la révolution industrielle, où il y a eu un battement parce que les campagnes se sont dépeuplées. On est allé travailler sur des machines, des métiers assez pénibles. Mais finalement, les métiers ont été réinventés. Regardez, ce qui est intéressant aussi et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, grâce au tracteur et à la technologie, l'agriculteur, il peut faire énormément de choses. S'il était mieux protégé, il serait bien mieux rémunéré. Mais là, on rentre sur les sujets de Mercosur que vous connaissez également très bien. Mais finalement, grâce à la technologie, c'est aussi une manière de se concentrer sur des choses plus importantes, d'avoir une meilleure productivité et donc d'être mieux payé. Et donc, moi, c'est vraiment ce que j'espère, ce qui se passera si on arrive à bien l'encadrer au niveau de l'industrie, des métiers que l'IA remplace, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur des tâches plus importantes avec une meilleure productivité et donc augmenter les salaires sur ce sujet. Sur le long terme, il faudra voir parce que l'IA pourra être mis dans des robots et à voir à quel point ça remplacera l'essentiel des métiers. Moi, honnêtement, je crois que on l'oublie, mais il y a beaucoup de métiers qui ont été oubliés. Je me souviens, au 19e siècle, il y avait des gens qui venaient toquer à votre fenêtre pour vous réveiller le matin. Bon, on a un réveil, je pense qu'on s'en sort mieux comme ça. Il y avait ce qu'on appelait également les porteurs d'eau, qui, à Paris notamment, montaient l'eau dans les étages et étaient payés pour ça. C'était des gens extrêmement besogneux. Bon, bah, ils ont trouvé autre chose à faire. Et je pense sincèrement qu'avec l'IA, on aura d'autres choses qui seront à faire. Et ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que l'humain est extrêmement important. On est un animal social. Est-ce que vous avez envie de parler à des machines toute la journée? Non, on a envie de parler avec les gens comme nous, avec nos voisins, etc. Et donc, comme je l'ai dit, les machines automatiques n'ont pas remplacé les caissières parce qu'on avait, même si on dit juste bonjour et qu'on discute juste une minute avec une caissière, bah, c'est quelque chose qui nous fait du bien parce que certaines personnes, malheureusement, n'ont pas beaucoup de vie sociale. Donc, c'est vraiment essentiel. Et donc, c'est en ça que je ne pense pas que la machine nous remplacera totalement de la même manière qu'un médecin ne serait pas remplacé totalement. Deuxième question. Face aux géants américains, la France a-t-elle les moyens de développer ses propres modèles d'IA ou dépendrons-nous des technologies étrangères comme c'est le cas aujourd'hui? Question extrêmement pertinente. Moi, ce que j'ai ressenti de mon rapport et de ce qu'on a conclu, c'est que l'IA n'était pas à la ramasse, si vous me permettez l'expression, sur le sujet de l'intelligence artificielle, qu'on était encore dans le train. Mais ça va se jouer très vite et c'est en ça que Emmanuel Macron nous pose problème parce qu'aujourd'hui, il a utilisé l'IA que comme une manière de paraître cool et de servir sa communication. Si bien que même moi qui étais rapporteur sur le sujet n'ai pas été invité au sommet de l'IA à Paris. Donc oui, on a des sociétés. Donc là, j'ai parlé de Mistral, mais il y a Lighton. Il y en a plein d'autres qui travaillent sur le sujet, qui sont françaises. Il y a aussi Thales, que vous connaissez, qui est un acteur extrêmement important, qui a un pôle entier dédié à l'intelligence artificielle pour développer ses produits. Donc, on est encore dans la course, mais il va vraiment falloir se concentrer sur la partie amont, c'est-à-dire la partie réindustrialisation, pour qu'on ait les matériaux chez nous. Parce que imaginons qu'il y a un conflit à Taïwan. Taïwan, c'est eux qui fournissent à peu près 60-65%
de la production mondiale des puces dernier cri. Si Taïwan et la Chine rentrent en guerre, et potentiellement, on n'a quasiment plus rien chez nous. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de rapatrier cette production chez nous. Donc, si Macron ou des équivalents restent longtemps au pouvoir, ça peut être extrêmement inquiétant. Mais sinon, on sera capable de développer notre propre technologie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir le meilleur produit du marché, mais un produit qui marche. Pour les plus anciens d'entre nous, moi j'avoue que j'ai à peine connu cette époque, il y avait deux types de lecteurs cassettes. Nous, on avait les lecteurs VHS, mais il y en avait un autre. Et l'autre était plus performant. Mais en attendant, vous aviez juste besoin de ça pour regarder votre film chez vous. Ça marchait très bien, ça remplissait sa fonction. Vous n'avez peut-être pas le meilleur, mais en attendant, ça marchait. Et donc, pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Il ne s'agit pas forcément d'avoir le meilleur des produits, mais d'avoir un produit qui tient bien la route et qui répond aux attentes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à rester compétitif. Quelle formation ou reconversion professionnelle proposez-vous pour préparer les travailleurs à l'essor de l'IA? Les formations, déjà, j'ai discuté avec des entreprises qui, justement, allaient dans les entreprises pour former les utilisateurs. Ils apportaient la technologie, ils la développaient. Ensuite, ils prenaient du temps pour former les personnes dans l'entreprise pour l'utiliser. Moi, je ne propose pas de reconversion professionnelle, mais il y a des formations qui sont déjà présentes en ligne, qui ont été faites par le Parlement finlandais, qui est vraiment pas mal. Ce qu'on pourra faire, c'est je demanderai à Edwige de vous envoyer le lien dans un second temps. Et c'est une formation en ligne qui vous expliquera plus en détail ce que je vous ai déjà expliqué aujourd'hui et qui pourra vous aider. Donc, essayez de vous tenir au courant, discuter un peu avec Mistral ou ChatGPT et vous verrez, il y a une vraie conversation qui peut se créer et qui vous aidera à comprendre. Moi, je m'en suis servi un peu pour préparer, par exemple, cette présentation et vous donner des exemples concrets. La technologie IA jointe à la robotique sera-t-elle fondamentale pour servir la réindustrialisation du pays? Oui, je le pense parce que, comme je vous l'ai dit, il y a la question de la productivité et il y a la question de, parfois, vous avez des tâches répétitives qui peuvent être automatisées. Bon, je ne suis pas sûr que vous ayez envie de passer vos vies sur les lignes de production. Si une machine peut le faire et que vous pouvez vous concentrer sur des tâches plus importantes à meilleure valeur ajoutée, et ben, là, on aura une productivité accrue, c'est-à-dire une meilleure création de valeur ajoutée qui ne sera que profitable au pays. Et quand vous dites jointe à la robotique, il faut pas imaginer forcément un robot qui a deux jambes, deux bras, une tête comme nous, un bras mécanique qui est adapté à l'industrie et potentiellement plus efficace. Donc, je sais que quand on voit les vidéos j'ai oublié le nom de la société, avec un robot qui fait des saltos, un humain aussi, c'est pas forcément le plus adapté. Nous, ce qui est intéressant, c'est que ça nous rend polyvalent, mais une machine, il vaut mieux qu'elle soit sur comment dirais-je, sur sa spécialité pour répondre aux besoins. Donc, je pense qu'il faudra s'appuyer dessus. On a des sociétés extrêmement compétentes sur le sujet. Comment reconnaître une fausse vidéo d'un parti politique en ligne? Des fois, c'est très bien fait. Ben oui, vous avez raison. C'est ça le danger. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une petite marque qui l'indique. Et sinon, il faudra sanctionner très fortement les gens qui font de la contre-propagande pour justement empêcher ça. Je ne vous l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais comment ces montages et ces images truquées marchent. C'est un boîtier dans lequel il y a deux IA. Il y a une IA qui crée des images fausses et une autre IA qui est là pour reconnaître une image fausse. Et donc, en fait, c'est deux IA qui se battent entre elles. Et quand l'IA qui crée des images fausses arrive à contrer l'IA qui est censée les repérer, il sort l'image. Et donc, maintenant, vous arrivez à faire des personnes qui vous trompent et qu'on a l'impression que c'est vraiment que le montage est vrai. Et donc, pour reconnaître une fausse vidéo d'un parti politique, là, il faut faire appel à votre cerveau et à essayer de voir est-ce que cette personne aurait vraiment dit ça. Parce que généralement, autant le montage est bien fait au niveau de la manière de parler, de bouger, le son. J'ai vu des montages avec Marine Le Pen qui parlait, c'est assez incroyable. Et donc, c'est à vous de voir, de réfléchir et d'essayer de regarder sur Internet si elle a vraiment dit ça, dans quel contexte. Et donc, c'est en essayant de faire ce travail de vigilance que vous arriverez à reconnaître si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je reconnais que des fois, c'est extrêmement bien fait. Et malheureusement, avec le temps, ça va être de plus en plus bien fait. Et donc, voilà, esprit critique qui est d'autant plus important.
Autre question, le plus intelligent ne serait-il pas qu'une IA moins productive, mais plus fiable sur son expertise, d'une mémoire qui ne subit aucune influence cybernétique? Oui, pas forcément moins productive, mais plus fiable. En fait, quelque chose qui est en train de se développer aujourd'hui, c'est que quand vous allez dans une usine, généralement, vous vous retournez vers l'opérateur le plus vieux qui était là il y a 40 ans et qui vous dit: «Mais oui, ici ça ne marche pas parce que la pression est trop élevée, il faut resserrer ce boulon» et cetera. Finalement, la mémoire de l'usine. L'IA, encore une fois, si vous l'alimentez avec les bonnes données de votre entreprise, justement, de votre usine, elle saura tout. Elle pourra vous dire, pour couper l'eau, ça sera la trappe numéro S202 qui est au nord-ouest de l'usine. Elle aura toutes ces informations et donc, comme vous dites, elle sera fiable sur son expertise parce que des bonnes données en entrée donneront des bons résultats à la fin. Et donc, c'est à chaque entreprise aidée par des entreprises de l'IA qui doivent être capables de faire ça. Et donc, vous avez raison que l'expertise et la fiabilité sont des choses extrêmement importantes. C'est extrêmement dur de le faire sur des modèles comme ChatGPT qui sont extrêmement généraux. Mais vous l'aurez compris, on peut essayer de trouver un mixte entre eux, comme les IA d'avant qui étaient codées avec des règles sûres qu'on connaissait, qui étaient des systèmes experts, de les combiner justement avec des IA connexionnistes via la donnée pour avoir quelque chose d'extrêmement fiable et qui marche. Merci pour votre intervention, merci à vous. Pouvez-vous préciser la partie sur le fonds souverain? Très bien. L'idée du fonds souverain, c'est que aujourd'hui, votre épargne, vous la mettez pour la plupart dans le livret A qui sert à financer des HLM. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une cause noble, il n'y a pas de problème avec ça. L'idée, c'est que l'épargne des Français est de l'ordre de 6 000 milliards d'euros, ce qui est énorme, qui est vraiment extrêmement important. L'idée de ce fonds souverain, c'est que vous placiez votre épargne sur ce fonds souverain, ça sera investi dans les grandes sociétés françaises, donc celles du CAC 40, les petites, les moyennes. Et comme c'est des sociétés, vous voyez le marché action, vous aurez des rendements supérieurs. Donc là, on ne va pas vous faire 2,4%, il me semble que c'est actuellement sur le livret A, parce que vous aurez créé de l'argent. On pourra mettre au moins une épargne qui vous permet de revenir sur tenir l'inflation et même de gagner un peu d'argent. Et en même temps, cet argent sera extrêmement important car il permettra de faire en sorte que les entreprises françaises restent françaises. Car avec cet argent, ça sera nous qui prendrons les décisions sur l'avenir de nos sociétés et ça évitera qu'on nous force à délocaliser, comme c'est le cas par exemple, moi sur ma circonscription, Forvia, qui est en train de délocaliser en Chine. Si vous voulez, c'est important pour qu'on reste souverain et pour qu'on soit, c'est pour ça qu'on l'appelle le fonds souverain justement, qu'on soit maître chez nous et qu'on soit maître de nos entreprises. Et en même temps, l'autre biais, c'est que c'est extrêmement important pour votre pouvoir d'achat parce que l'argent sera placé, vous permettra de gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les HLM, mais qu'avec l'argent qu'on aura réussi à créer, on arrivera également à financer les HLM. Tout l'intérêt de cette démarche de fonds souverain. Mais je vous invite à vous retourner vers, il me semble que Jean-Philippe Tanguy en a parlé dans la vidéo il y a quelques semaines sur ce sujet. Il vous l'expliquera sans doute bien mieux que moi. Y a-t-il des prochains rendez-vous à l'Assemblée nationale sur l'IA? Je pense que maintenant, vous l'avez compris par rapport à ma formation, c'est que l'IA est partout. Vous l'avez dans la médecine, dans le logement, dans l'énergie. Vous l'avez vraiment partout. Et donc, finalement, l'idée, ça va être d'être capable de parler d'intelligence artificielle dans chacun de ces petits sujets. Et donc, il n'y a pas de rendez-vous à proprement parler sur l'intelligence artificielle, mais on pourra en parler sur une prochaine loi sur la police, la gendarmerie. Et ben, ça va être quels moyens on alloue justement à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies, parce que j'en ai discuté avec certains qui me disaient les autres, les criminels n'attendent pas, ils foncent sur leur ligne. Nous, on est dépassés, on a besoin de plus de moyens là-dessus. Et donc, ça peut être un biais pour discuter là-dessus. Dernier point dont je ne vous ai pas parlé, mais qui me semble important, il y a le sujet de l'acceptabilité de la réponse. J'ai d'autres questions en fait, mais ça sera les dernières. Il y a 4 questions. L'acceptabilité des réponses. Aujourd'hui, quand un médecin prend une décision, il peut se tromper, l'erreur est humaine. Mais la machine, si elle se trompe, qu'est-ce qui se passe? Contre qui on peut se retourner? Parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas explicable la réponse qu'elle nous donne. Et donc, comment on l'accepte?
Par exemple, on le sait déjà que pour la conduite des voitures autonomes, ça fait moins d'accidents. Mais sauf que le problème, c'est que le jour où une voiture fait un accident, il y a des morts, la faute à qui? En fait, il y a tout ce sujet-là qui est à réfléchir et que tant que la technologie, que ce soit en médecine ou pour la conduite, ne sera pas à 100% prête, sûre, il y aura un problème d'acceptabilité. Et ça, c'est vraiment un défi de l'intelligence artificielle à venir. Comment envisagez-vous de concilier innovation technologique et protection des emplois face à l'automatisation croissante? Encore une fois, ce qui va se passer, c'est que la technologie va vite en soi, mais il faut bien comprendre que ça met du temps. Ça met du temps à se mettre en place. Si bien que, regardez, aujourd'hui, on délocalise les emplois en France parce que c'est moins cher ailleurs, le coût du travail est moins cher ailleurs et qu'ils produisent plus finalement. Il y a plus de bénéfices qui sont faits. Aujourd'hui, dans une usine où vous aurez justement cette innovation technologique, ces bras mécaniques qui seront là pour vous aider, et ben finalement, vous allez être plus rentable. Et donc, d'un autre côté, l'usine est plus rentable et donc on ne va pas vous délocaliser, on va vous garder. Et encore une fois, on peut pas, ça va prendre du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Ce n'est pas du jour au lendemain que les métiers vont disparaître. Et donc, pendant cette période, justement, il va falloir être capable d'accompagner, d'aider et aussi de trouver d'autres choses sur lesquelles nos opérateurs, nos techniciens pourront être utiles. Là, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas une boule de cristal, mais l'idée, c'est d'être, si vous voulez, en contact permanent avec les partenaires sociaux pour voir comment on accompagne cette transition pour justement ne laisser personne sur le carreau parce qu'il est hors de question que innovation technologique rime avec chômage de masse. Et ça c'est certain. Donc, il y aura tout un travail d'accompagnement. C'est pour ça qu'il faut se former, comprendre pour aider. Mais même aujourd'hui, avec l'IA, les promesses qu'elle fait, tout ne peut pas être automatisé. Tout ne peut pas être automatisé. L'humain aura toujours une place pour aider, pour guider. Et donc, je ne pense pas que l'impact sur l'emploi soit aussi important que certaines personnes peuvent laisser à penser. Pensez-vous qu'il soit possible de faire une étude sérieuse sur la possibilité d'utiliser l'IA pour réduire le nombre de fonctionnaires, puisque l'IA peut traiter les informations? Là, c'est de la même manière, bien sûr. L'IA va être un excellent outil pour assister les fonctionnaires. Par exemple, vous prenez un rendez-vous en mairie pour une carte d'identité, quelque chose qui doit être extrêmement facile. Avec l'IA, vous aurez juste à discuter avec l'agent et l'IA pourra remplir elle-même les cases et assister le fonctionnaire. Donc, il est sûr qu'on risque de gagner en efficacité. Et donc, les fonctionnaires seront soit réhabilités à certains endroits ou pourront retourner aller dans le privé. Encore une fois, on n'est pas sur du remplacement, mais oui, l'IA va optimiser énormément de choses, va permettre, nous aussi, quand vous avez des difficultés à remplir votre fiche d'impôt, l'IA pourra être là comme un chatbot pour vous assister. Vous pourrez lui poser des questions, décrire votre cas, et elle vous dira dans quelle case mettre les choses. Et donc, l'IA pourra vraiment nous assister et optimiser le rendement des fonctionnaires. Et au lieu d'avoir des rendez-vous au bout d'un mois pour faire votre carte d'identité, je suis énervé parce que ça m'est arrivé, et ben vous l'aurez, vous irez en mairie et ça pourra se faire peut-être comme ça en direct. Donc, il y a vraiment des gains d'efficacité extrêmement importants à avoir et ça nous aidera dans la vie de tous les jours. On se plaint aujourd'hui qu'il y a moins de services publics. J'espère sincèrement que l'IA permettra de contrer ça et d'aider au contraire à un retour de l'efficacité sur ce sujet, qu'on n'ait pas à attendre un mois, 2 mois. Même chose pour les médecins, vous me direz. J'espère qu'il a été clair pendant toute l'intervention. Est-il envisageable que la France participe aussi à la création d'un Airbus de l'IA avec d'autres pays européens, comme l'Italie par exemple? C'est exactement ce que je propose dans mon rapport sur l'intelligence artificielle, où autant je ne crois pas tellement à l'Union européenne d'être capable, parce que vous savez, plus on est dans un projet, moins ça marche. Par exemple, avec l'Italie, on a déjà ST Electronics qui produit des puces. Eh ben, pourquoi pas faire des projets IA avec les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie? C'est des choses qui sont possibles parce que chacun a des particularités, des avantages compétitifs sur les autres et donc ça peut être extrêmement utile.
Donc oui, c'est clairement envisageable d'essayer de faire un Airbus de l'IA avec certains de nos voisins européens. Comment contrôler efficacement la fiabilité des informations produites par l'IA? Là, j'ai pas parlé des hallucinations, mais il y a encore quelques temps, c'est de moins en moins le cas. L'IA était capable d'halluciner. Si par exemple, on parlait de moi, il voyait à peu près l'âge que j'avais et donc il pouvait m'imaginer une femme avec 2 enfants parce qu'à mon âge, je devrais avoir 2 enfants. Je n'ai pas d'enfants. Heu, mais blague à part, l'IA était capable d'halluciner. Pour contrôler efficacement la fiabilité, bah, c'est aux entreprises de s'améliorer, mais c'est à vous aussi, de chercher, de poser les bonnes questions et de faire encore une fois appel à votre esprit critique que l'IA n'a pas pour contrôler, une information, et être sûr que c'est la bonne. Encore une fois, l'IA, je vous conseille qu'elle soit là pour vous assister et pas forcément pour faire les choses, à votre place parce que, vous avez cet esprit critique qui permet de voir tout ça. Donc on en a fini pour les questions. Écoutez, moi j'espère que j'ai été, clair. J'ai essayé d'être le plus pédagogique possible pour expliquer comment marche la technologie, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui va se passer dans le futur sur le sujet. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à m'écrire. Je suis disponible sur Twitter, Instagram et je prendrai vraiment du plaisir à vous répondre ou à vous accompagner. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une excellente soirée.